Salam alaikum chers élèves, nous abordons aujourd'hui le deuxième chapitre intitulé Les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Je vous demande de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo, soyez les bienvenus. La pollution est définie comme étant la contamination d'un milieu environnemental par un agent chimique, physique ou biologique, ce qui modifie les caractéristiques naturelles de ce milieu, altérant de manière plus ou moins importante le fonctionnement de son écosystème. Cette pollution est principalement la conséquence des activités anthropiques, c'est-à-dire humaines. Surtout, on parle de l'accroissement des activités industrielles et agricoles d'une manière continue. Et on peut distinguer les types de pollution par les milieux environnementaux qui sont affectés par cette pollution, à savoir la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution du sol. Commençons par l'une des manifestations de la pollution de l'air, qui est l'aggravation d'un phénomène naturel appelé l'effet de serre. Voilà, donc l'effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la Terre de retenir le rayonnement infrarouge solaire qui provient du Soleil dans l'atmosphère et de maintenir une température acceptable pour entretenir la vie. C'est autour de 15 degrés Celsius. Sans cela, la température de la Terre serait d'environ moins 18 degrés Celsius, ce qui rendrait la vie impossible. Voilà donc 70% de rayonnement solaire qui pénètre l'atmosphère terrestre et 30% de rayonnement est réfléchi vers l'espace. Une partie de l'énergie qui atteint la surface du globe terrestre est réfléchie sous forme de rayonnement infrarouge. Toute une petite partie sert au réchauffement du sol. Seulement 5% de ces rayonnements infrarouges s'échappent vers l'espace et 95% sont réémises par la vapeur d'eau et les nuages et par l'interaction d'un certain nombre de gaz dits à effet de serre. En majeure partie, leur origine est naturelle, mais la proportion due à l'activité humaine, qui est dite d'origine anthropique, s'accroît depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire en 1750. On peut citer parmi les principaux gaz à effet de serre le dioxyde de carbone, le CO2, qui provient de l'utilisation des carburants. On parle ici des combustibles fossiles. On parle du pétrole, du charbon et le gaz naturel. Et aussi peut provenir des incendies des forêts. D'autres gaz à effet de serre sont issus des différentes activités agricoles et industrielles, à savoir par exemple les oxydes d'azote, comme par exemple le dioxyde d'azote, le chlorofluorocarbone, CFC, aussi le méthane. Voilà donc l'augmentation incontrôlée des gaz à effet de serre conduit à l'aggravation de ce phénomène qui pourrait
provoquer par conséquent une augmentation de la température du globe en entraînant de fortes sécheresses et la fonte des glaciers, puis l'élévation de la surface des mers. Je vous invite maintenant à regarder avec moi cette vidéo qui explique avec un peu d'animation le phénomène de l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel grâce auquel la Terre conserve sa chaleur. Il est dû à la vapeur d'eau et à certains autres gaz de l'atmosphère appelés gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, comme le gaz carbonique, le méthane, les CFC ou l'oxyde de diazote, empêche une partie de la chaleur émise par la Terre de s'échapper vers l'espace. Lorsque la concentration de ces gaz augmente, ils renvoient davantage de rayons infrarouges vers le sol et amplifient le réchauffement planétaire. À cause de certaines activités humaines, des quantités croissantes de gaz à effet de serre sont émises dans l'atmosphère. Les véhicules à moteur et les usines qui brûlent des combustibles fossiles émettent du gaz carbonique, tandis que d'autres gaz à effet de serre sont produits par l'agriculture et l'élevage intensif notamment. L'effet de serre naturel est nécessaire à la vie sur Terre, car il permet de réchauffer la basse atmosphère à 15 degrés Celsius en moyenne. Mais son accroissement pourrait avoir de graves conséquences climatiques. On passe maintenant à une autre manifestation de la pollution de l'air, c'est la destruction de la couche d'ozone. D'abord, on donne la définition de la couche d'ozone. La couche d'ozone est une couche appartenant à la stratosphère. Elle est formée de la molécule d'ozone, O3. Elle agit comme filtre qui empêche la pénétration d'une grande quantité de rayons ultraviolets solaires vers la Terre. C'est donc une couche protectrice car les rayons UV sont dangereux pour les cellules vivantes et ils participent également au réchauffement de la Terre. Le suivi de l'épaisseur de la couche d'ozone par satellite a permis d'observer la diminution de l'épaisseur moyenne de la couche d'ozone lors des 40 dernières années, comme le montre cette figure. Donc l'épaisseur de la couche d'ozone était très importante, puis il n'a pas cessé de diminuer jusqu'à nos jours-là où on peut observer un trou dans la couche d'ozone au niveau de l'Antarctique. La question qui se pose, comment se fait la destruction de la couche d'ozone? D'abord, l'augmentation de la concentration des polluants. Ici, on cite principalement les polluants chlorés, comme les gaz CFC, chlorofluorocarbone, et les gaz HCFC, les hydrochlorofluorocarbones, l'isolant, qui sont utilisés comme extincteurs, et aussi comme liquide frigorifique, et le bromure de méthyle qui est utilisé comme pesticide. Voilà, donc à cause de rayonnement ultraviolet, la molécule de CFC va perdre un atome du chlore. Le chlore percute une molécule d'ozone, c'est-à-dire il frappe une molécule d'ozone. Puis, il vole un atome d'oxygène, formant ainsi le monoxyde de chlore et une molécule d'oxygène selon la réaction Cl plus la molécule d'ozone. Il va nous donner le monoxyde de chlore plus une molécule d'oxygène.
Par la suite, le chlore est régénéré suivant cette réaction. Donc le monoxyde de chlore plus un atome d'oxygène va nous donner le chlore plus le chlore libre plus le dioxygène. Comme définition de chlorofluorocarbone, on peut dire que c'est un gaz produit par les aérosols et les liquides réfrigérants et qui sont la principale source des polluants chlorés. Un aérosol veut dire un ensemble de fines petites particules, solides ou bien liquides, d'une substance chimique ou d'un mélange de substances chimiques en suspension dans un milieu gazeux. Voilà. Je vous laisse maintenant avec une vidéo qui vous explique comment se fait la destruction de la couche d'ozone. L'ozone est un gaz de l'atmosphère concentré entre 20 et 30 km d'altitude. Il forme une enveloppe autour de la Terre, connue sous le nom de couche d'ozone. L'ozone est un gaz de couleur bleue, dont les molécules sont composées de 3 atomes d'oxygène. La couche d'ozone agit comme un véritable bouclier contre les rayons ultraviolets du Soleil. Les molécules d'ozone sont en effet capables d'absorber les rayons ultraviolets. Elles se décomposent alors en une molécule d'oxygène et un atome d'oxygène libre. Celui-ci peut réagir avec une autre molécule d'ozone et former 2 molécules d'oxygène. À son tour, une molécule d'oxygène peut absorber un rayon ultraviolet. Elle libère ainsi 2 atomes d'oxygène qui peuvent chacun régénérer une molécule d'ozone. Les réactions de destruction et de régénération de l'ozone s'équilibrent naturellement. Cependant, certains polluants atmosphériques favorisent la destruction des molécules d'ozone. À cause de cette pollution, la couche d'ozone s'amincit et nous protège moins efficacement contre les rayons ultraviolets du Soleil. On passe maintenant à une autre manifestation de la pollution de l'air. Ici, on parle du phénomène des pluies acides. Les pluies acides sont des pluies chargées des oxydes d'azote, de soufre et d'autres gaz polluants, ce qui augmente l'acidité des pluies qui peuvent atteindre un pH est égal à 4. Ces pluies ont des conséquences néfastes sur les êtres vivants des écosystèmes aquatiques et terrestres. L'origine de ces gaz polluants sont principalement des fumées des usines et des moyens de transport. Je vous propose ces 2 photos sur lesquelles vous pouvez constater l'effet des pluies acides sur une statue qui a subi une érosion chimique. Je vous laisse maintenant avec le documentaire suivant sur les pluies acides. La pluie est naturellement un peu acide. Cependant, certains polluants de l'atmosphère augmentent dangereusement cette acidité naturelle. Ces gaz sont émis principalement par les véhicules à moteur et par les industries. Lorsqu'ils se combinent avec l'eau des nuages, ils forment des acides. Poussés par les vents, les nuages transportent ces acides, parfois à des milliers de kilomètres du lieu de pollution. Ils retombent alors sur Terre sous forme de pluie ou de neige acide. Les précipitations acides ont plusieurs effets néfastes. Elles s'attaquent aux végétaux, elles appauvrissent les sols et s'y infiltrent jusqu'à polluer la nappe phréatique. Les pluies acides peuvent aussi provoquer l'acidification des lacs, y détruisant pratiquement toute vie végétale et animale. À cause de la pollution, l'acidité de la pluie peut atteindre des valeurs extrêmes. En 1974, des pluies aussi acides que du jus de citron se sont abattues sur l'Écosse.
Nous allons découvrir maintenant quelques exemples de la pollution de l'eau et on commence par la pollution des eaux douces. Les eaux douces peuvent être contaminées par les eaux résiduaires urbaines qui contiennent les résidus collectifs de la vie quotidienne, comme ils peuvent être aussi polluées par les eaux d'origine industrielle qui peuvent présenter des polluants organiques et minéraux ou bien des métaux lourds qui sont très toxiques et aussi les eaux chaudes de refroidissement des installations industrielles qui constituent un risque pour la biocénose des écosystèmes aquatiques qui ne tolèrent pas une température élevée. D'autres sources de pollution des eaux douces, ce sont les insecticides et les engrais qui contiennent des éléments qui causent le phénomène d'eutrophisation, comme le nitrate et le phosphate. Les résidus d'origine animale aussi présentent une source de pollution. Sans oublier le lixivia, ce liquide qui peut polluer à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines par infiltration. Je vous laisse maintenant avec un reportage sur la pollution d'un fleuve en France à cause d'une station d'épuration et qui a causé la mort des tonnes de poissons. Centaines de poissons morts, asphyxiés, qui flottent sur la Seine. Ces images amateurs montrent l'étendue des dégâts. José Fernier est marinier. Ces jours derniers, il a vu les abords de son bateau envahis par ces cadavres. Aujourd'hui encore, certains flottent au pied de sa péniche. Disons que c'était plein de poissons, des petits. Ça commence par les ablettes, après c'est les gardons, ensuite c'est les gros poissons, quoi. Là, il y a de la carpe, il y a beaucoup d'anguilles. En cause, la station d'épuration d'Acher qui traite 60% des eaux usées d'Île-de-France. Victime d'un incendie mercredi dernier, elle a rejeté une partie de ses eaux non traitées directement dans la Seine, ce qui a fait baisser le taux d'oxygène et tuer les poissons. Ces riverains s'inquiètent de la situation. Qu'est-ce qui est contenu dans l'eau? On nous répond toujours le problème de l'oxygénation, mais on souhaite vraiment savoir ce qu'il y a dans l'eau, une vraie analyse. Le maire d'Herblay-sur-Seine attend le résultat de ses propres analyses et dénonce un manque de transparence de la part du gestionnaire de la station. Moi, je trouve ça tout simplement scandaleux. C'est eux qui font la communication vers nous et c'est eux qui font les analyses. En fait, c'est le pollueur qui communique et qui fait les analyses. Le responsable de la pollution, qui a déjà extrait plus de 3 tonnes de poissons morts, dit avoir respecté toutes les procédures d'urgence lors de l'incendie et se veut rassurant. Il n'y a pas de risque sanitaire pour les populations. Il n'y a aucun risque de toxicité pour les populations, en dehors de cette plage de manque d'oxygène qui a été délétère pour les poissons. Les opérations de nettoyage devraient se poursuivre jusqu'en milieu de semaine. Le deuxième exemple de la pollution de l'eau, la pollution marine, qui résulte du rejet dans des écosystèmes marins des produits physiques et chimiques toxiques. Ce type de pollution peut résulter aussi de déchets qui sont abandonnés par l'homme sur les sols, qui viennent polluer les fleuves et se retrouvent finalement dans les mers, ce qui provoque des dégâts très importants au niveau de la faune et la flore marine. À savoir aussi les accidents des navires pétroliers qui sont considérés comme des catastrophes écologiques, car elles contribuent à la réduction de la biodiversité marine. Je vous laisse avec un documentaire qui montre les conséquences écologiques du naufrage d'un pétrolier.
On est arrivé maintenant au troisième type de pollution, c'est la pollution de sol, qui résulte de l'utilisation excessive des engrais et des pesticides dans les activités agricoles. Aussi, le sol peut être pollué par les oxydes d'azote et le soufre qui sont ramenés par les pluies acides, ce qui en résulte la disparition de la microfaune et la microflore du sol. Les déchets solides, le déversement incontrôlé des eaux usées, conduisent également à la pollution du sol et qui en résulte la dégradation de la qualité du sol. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.